Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette controverse de trame, méthanisation et élevage, concurrence ou complémentarité. Alors c'est vrai que c'est un format un peu exceptionnel puisque nous sommes ici en direct du Salon de l'Agriculture pour cette émission qui est diffusée sur TV Agri et en partenariat avec Tram. Alors, méthanisation et élevage, concurrence ou complémentarité, ça va être l'occasion d'un débat, je l'espère, animé avec Christophe Léchiréa. Bonjour. Bonsoir Jean-Paul. Alors, vous êtes responsable communication pour Tram. À vos côtés, Jean-Marc Onneau, bonjour. Bonjour. Éleveur de porc dans le Morbihan, mais bien plus, on aura l'occasion d'en parler, à fond dans la méthanisation, on peut le dire. François Mandet, vous êtes président de la PAD agriculteur et plutôt peut-être un peu réservé sur la méthanisation, mais on en parlera. Et Jean-Marc Renaudin, agriculteur et président de la Chambre d'agriculture du Maine-et-Loire. Et vous allez nous donner un peu de recul sur cette question. Jean-Marc Renaudot, président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Ah ben alors, j'ai pas les bonnes fiches. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire qui m'a fait ces fiches? Mais ça fait rien, ça va pas nous empêcher de faire un débat de qualité. Christophe, au départ, dans les controverses, vous posez toujours le débat et on vous écoute. Merci Jean-Paul. Donc pour poser le débat, aujourd'hui en France, on compte, selon les données de l'ADEME, 1000 sites de méthanisation en cogénération qui produisent de l'énergie renouvelable, 365 sites en injection. Mais je pense qu'il y a un chiffre important à connaître, c'est que 80% des unités sont détenues par des agriculteurs. Donc aujourd'hui, la méthanisation, c'est un moyen pour les agriculteurs d'avoir un revenu complémentaire, de valoriser un nouveau métier. Mais la méthanisation, ça présente aussi pour certaines personnes des craintes des riverains pour les odeurs, des transports particuliers. C'est aussi une crainte peut-être par rapport au contenu des digestats qui sont épandus. Alors aujourd'hui, la méthanisation en France, c'est positif en matière d'énergie renouvelable ou alors c'est une crainte pour les pratiques agricoles actuelles? Merci beaucoup Christophe. Alors, on va démarrer par Jean-Marc Onneau. Vous êtes éleveur de porc dans le Morbihan. Vous avez investi dans la méthanisation. Expliquez-nous. Donc je suis éleveur Centre-Bretagne, 250 truies avec 140 hectares en SAU à côté. Et après une première expérience dans la diversification qui était le compost, déchets verts avec lisier de porc avec des collègues, j'ai lancé une activité de méthanisation en 2010. Alors sous forme de cogénération. Donc cogénération veut dire que l'on produit de l'électricité et à côté on fait de la chaleur. Ayant donc bien démarré et maîtrisé mon exploitation, j'ai décidé d'augmenter en 2013 à 350 kg. On a entre-temps avec des collègues, donc notamment Alain Guillaume, Francis Claude Pierre, monté une association des méthaniseurs bretons. Breton et français plutôt, excusez-moi le lapsus. Et alors ça c'est trop fort. Une association des méthaniseurs français. Excusez-nous. Et donc cette association nous a permis dans un premier temps d'apprendre, de comprendre et de progresser les uns et les autres au niveau technique. Ensuite, donc, notre méthanisation a évolué, on a eu des nouvelles possibilités par l'intermédiaire de l'injection, c'est-à-dire qu'au lieu de faire l'électricité et de la chaleur, on met le gaz sur le réseau. Ces temps-ci, on dit, on essaye de mettre Poutine dehors. Donc, par ce gaz que l'on met sur le réseau, eh bien, on va compenser notre balance commerciale. Par tout ce qui est aspect électricité, on va surtout apporter l'électricité dans des zones, on va dire, qui sont loin des zones de production souvent. On va conforter le réseau, on va sécuriser le réseau. On va aussi, en même temps, apporter plein d'externalités au niveau de nos exploitations. On va pouvoir utiliser, comme chez moi, la chaleur pour pouvoir chauffer mes cochons. Dans d'autres types, on va utiliser donc, la chaleur pour pouvoir sécher du foin, sécher de la luzerne. On va pouvoir aussi créer d'autres activités. Et puis, ces autres activités peuvent être des activités comme chez moi, des champignons bio, où on a créé 25 emplois en zone rurale, comme d'autres, par exemple, dans l'Est, où Copain qui a, lui, créé une fromagerie, ou comme d'autres vont avoir créé des serres, et donc qui auront créé de la valeur ajoutée au niveau du territoire rural. Jean-Marc, vous êtes un serial entrepreneur, vous créez de l'emploi, vous créez la valeur, vous chauffez vos voisins aussi. Oui, ça a été une des premières démarches, ça a été d'aller les voir pour savoir si ils étaient intéressés pour avoir de la chaleur.
Alors ce matin, vous allez rigoler, mais j'ai reçu un SMS d'une de mes voisines pour me demander quand est-ce que j'amenais la facture. Parce qu'ils s'aperçoivent que le coût, aujourd'hui, étant tellement intéressant par rapport à ce qu'ils voient, ils préfèrent payer pour le être... gaz par ailleurs, Voilà. c'est ça, en clair. Et puis par rapport à tout ce qui est fuel. Et donc aujourd'hui, Vous avez augmenté le ils sont prix. heureux. Vous avez augmenté le prix, non? Non, je reste dans la bonne êtes- relation humaine. Et ouais, mais c'est intéressant Voilà. parce qu'on se rend compte que non seulement on crée des relations avec ses voisins, et en même temps on est capable d'une souveraineté en termes énergétiques là. Alors on crée des relations avec ses voisins, mais on crée aussi des relations avec tous ses copains agriculteurs. En l'occurrence, moi j'ai pris un choix aussi de traiter des déchets. Alors il y a des déchets industriels, mais aujourd'hui tout autour de chez moi, quelqu'un qui a 5 tonnes de patates qui ne peuvent pas commercialiser, qui nettoie son silo d'aliments, qui a une zone où il n'a pas pu récolter, et puis donc il me dit est-ce que tu veux bien mettre ça propre et tu payes l'ensilage? Bah, je dis oui. On a plein de convergences vis-à-vis de nos voisins, et on n'est qu'au début avec les nouvelles règles qu'on veut nous mettre en place, notamment vis-à-vis des ZNT, vis-à-vis de demain les zones donc, de captage d'eau et toutes ces choses, où la méthanisation aura son rôle important dans cette démarche. Je ne sais pas quand c'est qu'il dort parce qu'en même temps il est sur un projet d'implantation de vignes en Bretagne, comme quoi tout est possible. Non mais j'y crois pas François, on peut être que d'accord avec la méthanisation. Pourquoi vous voyez des limites où? Alors moi, je suis que émerveillé par le travail fait, mais je savais que les réseaux des méthaniseurs de France sont des réseaux qui travaillent, des agriculteurs qui ont vraiment réfléchi à leur choix, à leur engagement auprès de leur entreprise et de lier cette création d'énergie. Donc on ne peut que être admiratif et le comprendre. Après, les interrogations qui peuvent être portées, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la méthanisation, je suis ici un peu le porte-parole de ceux qui font de l'agriculture de conservation des sols. Et pourquoi on se retrouve là, c'est que la notion de carbone devenant centrale à la fois dans les sols pour l'acte de production et pour l'énergie, la question qui se pose, comment on va construire l'équilibre entre le besoin éminemment important de réagrader, améliorer l'état de fertilité des sols par la matière organique produite. Et la question qui est posée dans nos réseaux, directement, par des agriculteurs qui, grâce à l'agriculture de conservation des sols, qui, je rappelle, s'appuie sur les 3 piliers des couverts permanents, du non-travail du sol et de la diversité des espèces, arrivent à doubler leur production de matière organique. Et comme tout bon entrepreneur, quand on la double, on se dit, qu'est-ce que j'en fais? Alors, dans nos réseaux, la première démarche, c'est-à-dire, je la produis pour la remettre dans mon sol. Je capitalise le carbone dans mon sol. Ça, c'est le principe de l'agriculture de conservation des sols, et c'est celui-là qui permet un processus d'amélioration à la fois dans l'acte de production en réduisant les coûts, mais aussi par les services environnementaux qui sont apportés. Mais quand tout d'un coup, cette matière organique peut trouver une valeur externe, parce que quand je la garde chez moi, personne ne me la paye. Je dois me payer sur le produit. Et ça devient, on le sait, alors aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas, mais souvent c'est compliqué. C'est un investissement que je dois faire qui est reconnu en termes de valeur aujourd'hui, on espère demain, par personne. Quand je mets en balance la valeur qu'on met au méthane, qui est la dégradation de cette matière organique, l'interrogation, c'est est-ce que très vite, étant pragmatique, les agriculteurs vont oublier leur sol et vont transmettre cette matière organique de leur sol à leurs troupeaux de vaches qu'ils auront doublé grâce à la méthanisation. En clair, Jean-Marc, pour mettre un peu de méthane sur le feu, est-ce que vous ne tirez pas trop sur le sol et vous épuisez vos sols? Je suis très à l'aise pour dire qu'on a aujourd'hui les premiers résultats d'analyse de sol au bout de 10 ans. On est 8 pionniers en Bretagne à avoir mis en commun toutes nos analyses. On a 35 à 40 analyses. On a un taux de matière organique qui était sur des bases de 3 à 3,5, qui aujourd'hui, 10 ans après, est équivalent, voire supérieur. Il faut analyser le contenu et le contenant. La première des choses, c'est qu'on doit gérer son sol de manière intelligente. On n'est pas là pour le casser. Et donc, c'est aussi toute une constante dans le travail, c'est une constante dans les rotations, c'est aussi donc tout un schéma, on va dire, où on bénéficie des expériences
de nos collègues. J'espère que vous êtes Voilà. en agriculture de conservation des sols pour le faire. On Ça est serait- partiellement C'est quand même dommage parce que vous auriez tous les ressorts pour doubler cette production. on est pratiquement dans ce schéma. Et ensuite, ce que je veux quand même dire, c'est que lorsqu'on fait une cive que l'on a fertilisée, surtout nous, en plus dans nos régions à Bretagne, où il pleut peut-être un petit peu plus qu'ailleurs en été, Faut et le dire. qu'on continue à avoir une dégradation de l'azote dans le sol, on accompagne ça par un petit peu de digestat de manière à fertiliser. On a aujourd'hui une quantité de matière organique qui reste après ces cives qui est importante. On estime aujourd'hui dans la recherche qu'on laisse 3, 4, voire 5 tonnes, soit quasiment autant que si on laissait la paille au champ. Donc, en produisant des cives qui sont des belles cives. Donc, on ne dégrade pas. En plus, il y a un autre intérêt. Le constat chez moi, c'est que j'avais des carences dans le sol. Les carences n'existent plus. Parce qu'au niveau oligo, on a amélioré la vie du sol, aujourd'hui sur toutes les équations qu'on a. Donc on a amélioré la vie du sol, mais avec une gestion et une maîtrise. Et du côté des chambres d'agriculture, on en pense quoi? Alors du côté des chambres d'agriculture, on accompagne les agriculteurs méthaniseurs. Et en fait, pour que les gens soient porteurs de leur projet, soient maîtres de leur projet. Et je citerai aussi alors, ce que Jean-Marc a dit effectivement sur son exemple, mais c'est aussi les externalités aussi positives, j'en rajouterai aussi, c'est sur la fertilisation. Le digestat est plus facile à gérer qu'un fumier ou un lisier. Et les méthaniseurs, les agriculteurs méthaniseurs utilisent beaucoup moins d'engrais chimiques aujourd'hui qu'avant. Et là aussi, on améliore la rentabilité de l'exploitation et on est dans un cercle vertueux. Et puis je dirais, nos parents, au sortir de la guerre, faisaient des céréales pour la traction animale. Aujourd'hui, bien sûr, il faut que ce soit l'alimentation. Et les événements de ces derniers jours ne font que le conforter. On est là comme producteur de denrées alimentaires, mais on peut aussi fournir de l'énergie. Et là, on parle aujourd'hui du gaz, et je crois qu'il y a une possibilité, il y a des possibilités, et il faut les mettre en œuvre. À la condition que le monde agricole reste maître des dossiers et des entreprises de méthanisation, et c'est aussi un cercle vertueux sur le territoire. Il va falloir être très précis, parce que dans l'émission, on est très précis. Quand vous dites il faut que les entreprises restent maîtres, les entreprises agricoles, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des grands groupes qui mettent la main sur des unités? Il y en a qui mettent la main parce qu'on est dans un process industriel. L'agriculture a su se diversifier. On a fait des ateliers d'élevage ou des ateliers de production végétale. Mais on était dans le monde agricole. Là, la différence, et là, les pionniers nous l'ont montré, en fait, on est dans du process industriel et il faut la rigueur de l'industrie. Et c'est là la difficulté et c'est un métier à temps plein. Ce n'est pas une activité qu'on prend comme ça d'être méthaniseur. Donc là, il y a tout l'accompagnement sur la formation, l'information, mais aussi sur la formation par rapport à la conduite et à la gestion d'un méthaniseur. Et ça, c'est très important. Si je peux rebondir, aujourd'hui, on a, par rapport à ce qu'on appelle gaz injecté sur le réseau, biométhane, on avait jusque-là un tarif conventionné qui permettait à chacun de se positionner. On a, dans le futur, avec le nouveau tarif qui vient d'être mis en place, moins 15% à moins 20% du tarif qu'il y avait auparavant, on a surtout une deuxième contrainte, c'est qu'on a un cadre financier annuel qui n'est plus que de 0,8 TWh par an. Ce qui fait que 30 à 40 projets moyens injectant en France. Et le complément, comment il est vu aujourd'hui? Eh ben, il est vu par du prélèvement que fait Total, Engie, sur le consommateur, et c'est eux qui vont gérer le pognon. Expliquez, allez plus loin. On appelle ça des CPB, c'est-à-dire qu'ils vont prélever avec l'accord de l'État, mais l'État donne son accord, mais l'État ne veut pas gérer les prélèvements. Ça veut dire que Total, Engie, par exemple, vont avoir des sommes d'argent prélevées sur le consommateur, et c'est eux qui vont décider de la gestion qu'ils vont en faire, sachant qu'ils sont partie prenante, en ayant investi dans des sites industriels. On voit bien qu'on est vite rendu loin de l'agriculture. Et donc, pourquoi vous êtes laissé faire comme ça? on ne se laisse pas faire.
On nous appelle, on m'appelle moi quelque part le grognon à Paris. Ah bon? Bon, mais pourquoi? Parce que je défends que ça reste aux agriculteurs. On est vraiment là à une situation où on a un vrai débat. Je ne suis pas contre les grands groupes. Chacun reste à sa place. Qu'ils nous accompagnent dans nos démarches, mais surtout qu'ils laissent la plus-value aux agriculteurs. Et le deuxième message qui est fort à passer, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'une revalorisation de la cogénération. Pourquoi? Parce que la cogénération dans son système actuel va aux éleveurs. Avec la crise que je vis moi, que l'on vit tous, éleveurs, bovins, volailles et cochons, si on n'a pas cette opportunité de méthanisation, on est mort. Vous voulez dire, sans l'unité de méthanisation, vous seriez mort? Ah, moi, je serais sans doute plus agriculteur. Ah, très clairement. Très clairement, je ne serais plus agriculteur parce que de 250 truies, avec tous les vicissitudes qu'on a eues, et qu'on prend une balle un jour pour l'environnement, pour l'eau, on prend une autre balle ensuite parce qu'il faut encore durcir telle ou telle chose. On nous met des règles et en même temps, on laisse le produit venir de n'importe où. J'ai eu l'occasion d'avoir chez moi notre président de la République. Il m'a posé la question pourquoi je n'étais pas en circuit court. Je lui ai répondu que le meilleur circuit court qu'il y avait, vu toutes les porcheries qu'il y avait autour de moi, c'était bien d'avoir une traçabilité française jusqu'au bout du produit. On vient de l'avoir, notamment dans les cantines, mais c'est ça qui est, voilà, c'est comme ça qu'on défendra. Mais aussi, il faut qu'on donne la place au monde agricole dans cette nouvelle vision de l'énergie, mais en ayant la maîtrise, mais en gardant la maîtrise. Voilà, parce que les gros groupes seront que des investisseurs et ne géreront que l'énergie et non pas le reste. Et les chambres d'agriculture, vous êtes l'interlocuteur de l'État. Vous n'avez pas pu défendre le fait de garder la maîtrise? On le défend aussi, mais les groupes qui ont été cités ont du poids. Donc là aussi, Total Énergie, il faut dire maintenant. les groupes, j'ai dit, parce qu'il y en avait un deuxième. Mais en fait, c'est ça, c'est que l'agriculture, on est une solution sur l'alimentation, sur l'énergie, sur le climat, le stockage de carbone. Alors, il y a l'agriculture de conservation, mais pas que. Mais il y a ça aussi un certain nombre de choses qui peuvent se mettre dans l'agroforesterie. Il y a les cultures aussi, je pense notamment au miscanthus et autres qui existent aujourd'hui, qui peuvent être aussi des alternatives, on le voit par rapport à la paille sur le paillage des animaux. Il y a une multitude de produits. Et on est dans du produit biodégradable pour un certain nombre. Il y a la chimie du végétal. On est à une ère aujourd'hui et je pense que malheureusement les événements vont accélérer cette transformation. Exactement, parce que c'est l'occasion de parler au gouvernement et de leur dire qu'on est en situation compliquée sur le prix du gaz, sur l'énergie de façon globale. Celui qui détiendra l'énergie aura la maîtrise de son destin. Aujourd'hui, il faut quoi? Revoir le plan de baisse en fait Non, il faut surtout garder la possibilité d'avoir des tarifs dits conventionnés. Parce que si on laisse passer tout ça en appel d'offres, nous, monde agricole, on n'est pas capable d'y répondre. C'est une procédure où vous investissez 20 à 30 000 euros, 40 000 euros, et vous n'êtes pas sûr d'avoir le truc à la fin. Et quand en plus, vous partez dans une équipe, vous partez dans un peloton, et que vous avez des gens qui ont un vélo qui pèse 20 kilos de moins que le vôtre, vous aurez beau être fort, à un moment donné, dans la côte, vous allez pédaler en arrière. Donc aujourd'hui, c'est de demander à ce qu'on ait un tarif conventionné, qu'on ait une vision qui permette aux agriculteurs de s'y trouver. On n'est pas contre les autres systèmes, mais surtout, il ne faut pas qu'on perde l'existant. Voilà. Ouais. Vous pourriez être contre Total et vouloir garder quand même la maîtrise sur la gestion de ce qui vous concerne. Mais de toute façon, le problème, c'est que le nœud est d'être payé. Celui qui détient le cordon de la bourse, il a toujours détenu le pouvoir. Regardez François Mandin, il est en train de, sur le carbone, hein, on est un peu en marge du sujet, mais pas loin. Il a décidé de vendre 2 fois plus cher les crédits carbone. On n'est pas en marge, on est au cœur du sujet. Évidemment que l'énergie et beaucoup de choses qui ont été dites, je le partage complètement. Mais je veux porter attention au fait que c'est pour la première fois, depuis 60 ans, on remet au cœur des enjeux agricoles l'acte de production et la valeur sol. Je le rappelle, on sauvera l'humanité en sauvant les sols. Si la valeur énergie prend le pas, je ne crois pas qu'on arrivera à préserver la valeur sol. C'est le risque. Et
c'est les exemples que j'ai autour de moi. Je peux juste citer un exemple. 2 agriculteurs de mon réseau, les 2 en agriculture de conservation des sols, les 2 avec des productions animales. Un GAEC, production laitière, très performant, qu'on remonté, qu'on doublé, pas simplement maintenu, qu'on retrouvé un état de fertilité de leur sol en 15 ans, qui décident de faire de la méthanisation, un peu le modèle, sauf que c'est des vaches laitières, mais très réfléchis, qui investissent dedans, ça fonctionne. Ils préservent leur sol et ils disent toujours, d'abord je nourris mon sol, je nourris les humains, je nourris mes vaches et je nourris mon méthaniseur. Un autre agriculteur qui choisit de faire de la méthanisation parce qu'il a un élevage hors sol de volailles. Il est en terre plus fragile, il a moins d'histoire, son sol est resté à des taux de matière organique trop faibles, il n'a pas réussi à transformer la fertilité de son sol, il fait son méthaniseur, 5 ans après on va chez lui, il est obligé de revenir à la charrue, il est obligé de revenir aux méthodes conventionnelles qui ont des avantages, mais qui n'ont pas les avantages de l'agriculture de conservation des sols. Et c'est ce point sur lequel je voudrais faire attention. On doit, au préalable, nourrir son sol. Et évidemment qu'il y a des situations comme toi qui réussissent le challenge, mais il y en a plein qui loupent. Et c'est Christophe qui aura le mot de la fin, comme d'habitude, toujours. Comme d'habitude. Je ne sais pas s'il y a un vrai mot de la fin, sachant que tous nos débats sont très intéressants autour de la méthanisation, de l'agroforesterie, du carbone, de l'agriculture de conservation des sols. En tout état de cause, les agriculteurs sont aujourd'hui là pour produire des aliments, mais également pour nourrir les sols, vous l'avez dit, mais également pour produire de l'énergie, pour produire du gaz vert. Et l'agriculture et les agriculteurs ont une vraie place à jouer dans notre société. Il ne faut surtout pas l'oublier. Et plein d'avenir. Merci messieurs d'être venus ici Merci. pour débattre cette question et puis merci à vous.